Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence Midi by Giant. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Angela Martin Serrano Ortiz, chercheuse postdoctorale au département de chimie moléculaire de l'Université Grenoble-Alpes dans l'équipe I2BM. Angela a 10 ans d'expérience internationale dans la recherche biomédicale. En 2021, elle a reçu le sceau d'excellence de la Commission européenne pour son projet SWIPA. Elle est engagée dans la vulgarisation scientifique, la valorisation et le transfert des résultats de la recherche et a reçu en 2021 un prix spécial pour la manière la plus originale de diffuser la science à la société. Ce prix qui lui a été décerné par l'université d'Alcalá en Espagne. En 2024, elle reçoit le prix du concours des résumés graphiques organisé par le LabEx Arcane. Et aujourd'hui, elle va nous présenter sa conférence sur l'immunothérapie sur mesure pour le traitement du cancer et des infections. Donc, bonne conférence à tous. Merci. Bonjour, et merci Lucie pour la présentation et merci à l'équipe de Midi by Giant pour m'avoir invité à être ici aujourd'hui. Je suis très contente et j'avoue qu'un petit peu stressée parce que c'est ma première conférence si longue que ça en français. Et au cas où il y a des personnes qui ne sont pas francophones, les présentations, les slides sont en anglais. J'espère que tout le monde pourra suivre la présentation. Et alors, on commence. Je vais faire d'abord un petit rappel de qu'est-ce que c'est le cancer et les infections. Et pour commencer, le cancer, comment il commence? Il commence après une mutation d'une cellule de notre corps. Et après cette mutation, la cellule, elle devient invisible, elle est capable de se casser le système immunitaire et elle est capable de se diviser de façon incontrôlée. Et après, elle commence à grandir, à se reproduire, elle forme une tumeur. La tumeur, elle est capable de se vasculariser pour se nourrir. Et après, dans le pire des cas, si on ne trouve pas les tumeurs, les cellules peuvent se détacher pour voyager ailleurs dans le corps et s'installer dans des autres endroits, ce qu'on appelle la métastase. Et il n'y a pas très bonne nouvelle par rapport à ça parce qu'il y a des prédictions qui disent que par l'année 2050, il y aura les 40% de la population mondiale qui va être diagnostiquée avec un cancer. Par rapport à les infections, c'est une maladie totalement différente. Au lieu d'être une cellule de notre corps qui mute, c'est une cellule, une pathogène, soit une bactérie, une champignon, un virus qui rentre dans notre organisme et provoque de la fièvre et tout ça. On peut acquérir une infection, par exemple, on se coupe, on touche après quelque chose sale, on mange quelque chose qui soit contaminé et on parle avec quelqu'un qui a un rhume et ces personnes dont le rhume, c'est complètement différent. Et normalement, ce type de maladies, ils sont guéris si on prend les antimicrobiens, mais dernièrement, les antimicrobiens, des fois, ils sont plus efficaces pour guérir ce type de maladies, des infections. Je vous ai promis dans le titre de la conférence que j'allais parler d'un type d'immunothérapie ou de thérapie qui pourra être faite sur mesure pour guérir les deux types de maladies. Mais on a dit aussi que ce sont des maladies très différentes. Alors, il doit y avoir quelque chose de pareil entre une cellule cancéreuse et une bactérie. Et on a ici comme un modèle, une représentation, c'est bien sûr une représentation très simple, mais on a ici une cellule saine, on a ici une cellule cancéreuse et on voit déjà une différence. La cellule cancéreuse, elle a ce type de récepteurs qui sont surexprimés et qui font qu'elle soit différente d'une cellule saine. Par exemple, on a ici un exemple d'une pathogène, c'est une bactérie. Et comme vous voyez ici, il y a aussi comme des types de facteurs de virulence qu'on n'a pas dans la cellule saine et qui font qu'elle soit différente. Alors, on peut profiter de cette différence pour créer des thérapies, des immunothérapies. Et alors, je reviens sur les cancers. Et au fil du temps, il y a eu beaucoup d'évolutions de la façon qu'on peut guérir les cancers. Il y a beaucoup de thérapies qui sont sorties. Et dernièrement, la plus prometteuse et la plus efficace, c'est la immunothérapie. Et cette immunothérapie, elle est capable on a dit avant que la cellule cancéreuse se rendrait invisible. Elle est capable de trouver la cellule cancéreuse pour l'éliminer du corps. Le problème, c'est que ce type d'immunothérapie, normalement, c'est basé
sur des anticorps monoclonaux. Les anticorps monoclonaux sont des anticorps qui sont produits dans les laboratoires et alors sont des protéines qui sont étrangères à notre corps. Et ça peut entraîner des problèmes quand on utilise l'immunothérapie. Des fois, ça crée des effets secondaires à cause de qu'ils sont des protéines qui ne viennent pas de nous. Alors, on peut faire quoi? Et en tant que chimiste, pour essayer d'améliorer l'immunothérapie, au cours des dernières années, la chimie de synthèse elle a permis de créer ce type de molécules, de grosses molécules. Elles s'appellent comme des molécules recruteuses d'anticorps. Et pourquoi? Elle est une molécule bifonctionnelle, comme vous voyez ici. Elle a deux parties différentes et alors deux fonctions différentes. La première fonction, là, on cible la cellule cancéreuse. On ne peut pas toucher la cellule saine, alors c'est très spécifique. Et la deuxième partie, elle permet de recruter les anticorps qu'on a déjà dans le sang, sans besoin d'utiliser des anticorps monoclonaux. Alors, et comme on parlait, les anticorps monoclonaux sont produits, on a besoin de beaucoup de temps et des procédés biotechnologiques très longs et très chers pour produire les anticorps monoclonaux. Et par contre, notre molécule, elle peut se produire de façon beaucoup plus rapide et beaucoup moins chère. Et si tout va bien, elle a le potentiel d'avoir moins d'effets secondaires vu qu'on utilise les anticorps qu'on a déjà dans le corps et nos anticorps à nous. Et j'ai voulu montrer ici dans cette slide les différentes façons les différents types de molécules recruteuses d'anticorps qui ont été dessinées, qui sont déjà dans la littérature. Et il y a plusieurs récepteurs de la cellule cancéreuse qui peuvent être ciblés et on peut faire à fur et à mesure, on peut adapter les molécules recruteuses d'anticorps pour cibler les différents types de cancer. Dans notre cas, c'est le dernier cas qu'on a plus en bas. On va cibler les intégrines qui sont surexprimées dans des types de cancer et on va utiliser la rhamnose, que c'est un sucre, pour attirer les anticorps naturels anti-rhamnose qu'on a dans le sang. Et par rapport à la synthèse, je ne sais pas si vous pensez que c'est facile de faire une molécule sireuse que ça ou pas. Et je vous dis que ce n'est pas si difficile que ça. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait dans notre laboratoire pour faire ce type de molécules. On prend une ésophagease peptidique et on prépare d'abord la partie qui va cibler la cellule cancéreuse. Et d'abord, on prend une autre ésophagease peptidique et on prépare la partie qui va attirer les anticorps. Après qu'on a les deux parties finies, il faut mettre comme une brique en bas de l'ésophagease peptidique pour permettre de faire la dernière réaction et qui nous va permettre d'avoir la molécule recruteuse d'anticorps complète. Comme vous voyez, ce n'était pas si difficile que ça. Et je voulais mettre en valeur le type de chimie qu'on utilise pour faire chaque étape de la molécule. Ça s'appelle la chimie clique. C'est une chimie qui a reçu le prix Nobel en 2022 et c'est magnifique pour nous. Il permet d'être très efficace et très rapide. Et il permet de faire ce type de grosses molécules dans relativement peu de temps. Alors maintenant, on sait, si quelqu'un est intéressé, évidemment, c'est un modèle très simple de la molécule. En vrai, vous avez à droite la molécule complète. C'est, comme j'ai parlé, de l'ésophagease peptidique. Et après, on a en bas de la molécule en vert, c'est le peptide RZD qui va cibler la cellule cancéreuse. Et en haut, en rouge, on a les sucres, plusieurs copies de sucre rhamnose et qui va attirer les anticorps anti-rhamnose.
Après, on a synthétisé une librairie de molécules recruteuses d'anticorps. Et si vous voyez, en bas, c'est toujours les peptides RZD qui va cibler la cellule cancéreuse. Et en haut, on a comme différentes configurations des sucres de la rhamnose. Et si vous voyez, on a soit 4, soit 16 rhamnoses pour attirer les anticorps. Après la synthèse, avec ce type de chimie que je viens de vous montrer, et il faut regarder si en vrai la molécule elle fait son boulot. Et elle est capable de former les complexes ternaires, et cellules cancéreuses, et molécules et anticorps. Pour faire ça, on a besoin d'utiliser une deuxième anticorps qui va être marqué avec un fluorophore, que c'est comme une petite lumière qu'on met pour être capable de détecter cette formation des complexes ternaires. Et on a des différentes techniques pour évaluer si ça se forme ou pas. On utilise par exemple la cytométrie en flux. Comme vous voyez ici, la courbe en noir, ça dit, c'est les résultats qu'on a eu avec cette molécule, avec 16 rhamnoses et 4 RZD en bas. C'est la molécule candidate vu qu'on a de la fluorescence et pourtant, on peut confirmer comme ça que grâce à cette molécule, on forme les complexes ternaires. Et si vous voyez ici, c'est une image de microscopie. On voit là en léron, c'est la cellule cancéreuse, et on voit qu'il y a de la fluorescence autour. Après qu'on a confirmé qu'en vrai, la molécule elle fait son travail, il faut regarder si en vrai, le système immunitaire il est activé pour tuer la cellule cancéreuse. Pour faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis comme une fluorophore, la lumière, dedans la cellule cancéreuse. Et après, on a incubé avec notre molécule recruteuse d'anticorps. Et après, on a incubé avec du sérum humain. Dans le sérum humain, il y a des anticorps. Et il y a aussi des compléments. C'est une protéine, il y a des stressors des systèmes immunitaires qui peuvent venir à attaquer ou casser la cellule cancéreuse, la tuer. Si ça arrive, si tout marche bien et le système immunitaire est activé, la cellule cancéreuse va être cassée, la fluorescence va sortir et on va être capable de la mesurer. Si vous voyez à droite le schème, et on voit que pour ces deux molécules, ça sera les candidats parce que c'est pour lesquels on a eu une quantité plus grande de fluorescence. Et après, on sait que la molécule, elle marche. On est capable de tuer la cellule cancéreuse. La prochaine étape, si tout va bien, finalement, on utiliserait ce type de molécule pour voir via intraveineuse. Alors, il faut regarder si la molécule elle est compatible avec le sérum, avec la sang humaine. D'abord, on a fait une incubation de la molécule avec le sérum humain, si vous voyez la partie en haut, et on a analysé par HPLC. On voit les échantillons au début, tout d'abord quand on a mis la molécule en contact avec le sérum, et on a fait les mêmes analyses après de 24 heures et une incubation avec le sérum à 37 degrés. On voit que les profils, c'est exactement les mêmes. Et on peut confirmer comme ça que la molécule, elle reste OK, elle va bien, elle est stable au moins pendant 24 heures à conditions physiologiques. Après, il faut regarder aussi si la molécule elle ne casse pas les globules rouges de la sang, ça sera fatal. On ne pourrait pas utiliser la molécule si ça arrive. Alors, on a étudié, on a fait l'essai des deux molécules candidates pour voir si les globules rouges ils se cassent ou pas en présence de la molécule. On a obtenu dans tous les cas un pourcentage d'hémolyse plus bas de 10%. Alors, c'est tout bon. On pourrait utiliser la molécule et par voie intraveineuse. Et on peut passer, maintenant qu'on sait que c'est tout bon, et on peut passer à l'essai en vivo. Et pour faire ça, on a dû préparer une version de la molécule recruteuse d'anticorps avec une petite lumière ici au milieu des deux parties pour être capable de voir qu'est-ce qu'il se passe dans le corps de la souris. Alors, on a injecté la molécule sur des souris qui ont une tumeur. Et voilà les résultats qu'on a eu. Si vous voyez, le tumeur, il est avec la flèche rouge
il est allumé. Alors, on a réussi à cibler les tumeurs avec la molécule. Et, et c'est une bonne nouvelle, ça. Si vous voyez, il y a une deuxième pointe que c'est comme rouge avec une flèche noire. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est les reins. Si vous voyez en bas avec la flèche jaune, il y a la vessie. C'est la façon que la souris elle va avoir d'excréter après la molécule. Il fait pipi, la molécule, elle est partie. La bonne nouvelle ici, c'est qu'on a les tumeurs qui est allumées. On peut cibler les tumeurs. Et au-delà de les essais in vivo, on a regardé qu'est-ce qu'il se passe dans tous les organes des souris. Et on a eu une bonne nouvelle aussi parce qu'on ne trouve rien, on ne trouve pas de fluorescence. Alors, il n'y a pas d'accumulation de la molécule dans les cœurs, les poumons ou les cerveaux. Et j'ai voulu mettre cette slide ici. Et pour vous montrer que ce que je viens d'expliquer dans 10 minutes, c'est le travail de presque 10 ans. Et d'abord, depuis qu'on a l'idée ou qu'on a un financement, il faut aller petit à petit, étape par étape, jusqu'à arriver à la souris. On a dû d'abord identifier et valider les deux parties différentes de la molécule. Après, on a fait la synthèse de la molécule complète. On a dû faire l'évaluation in vitro. On a regardé la compatibilité avec la sang et finalement, on a pu arriver à l'essai de la souris. Et il faut encore qu'on continue pour voir si en vrai le tumeur il est éliminé ou réduit in vivo, c'est la souris. Et j'avais promis de parler aussi par rapport à les infections. Alors, on change de maladie. On a parlé avant des problèmes de la résistance antimicrobienne. Et, voilà, l'Organisation mondiale de la santé, il a fait comme une liste avec des pathogènes qu'il faut absolument qu'on recherche pour trouver des solutions ou des alternatives à des antimicrobiens conventionnels parce qu'ils commencent à poser beaucoup de problèmes. Et, parmi ces pathogènes, c'est la bactérie Pseudomonas aeruginosa. Elle est une bactérie qui est facilement transmissible. Il y a très peu de traitements pour traiter les infections par Pseudomonas. Elle pose beaucoup de problèmes dans certains groupes de personnes. Avec les groupes de personnes qui sont très affectées pour les infections par Pseudomonas aeruginosa, il y a les patients qui ont la mucoviscidose. Les personnes qui ont cette maladie, ils sont dans les poumons une mucus vraiment épais, plus épais que normalement. Alors la bactérie, elle s'installe et après qu'elle est installée, c'est très difficile de se débarrasser d'elle. La seule façon possible de se débarrasser d'elle, c'est d'utiliser très grande doses d'antibiotiques et ça entraîne beaucoup de problèmes de résistance chez les patients qui ont la mucoviscidose. La Pseudomonas a un mécanisme de résistance qui s'appelle la formation de biofilms. Après qu'elle est capable de s'adhérer à la cellule humaine, à la cellule du poumon, elle commence à grandir, à former comme une communauté, elle commence à sécréter comme des protéines qui protègent la communauté du système immunitaire. Et elle peut même, quelques bactéries de la communauté peuvent se détacher du biofilm, voyager pour s'installer ailleurs. Et c'est très dangereux et il faut trouver des solutions pour les infections par Pseudomonas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme alternative à les antibiotiques traditionnels? On peut utiliser des traitements qui empêchent l'adhésion de la bactérie à la cellule hôte, à la cellule du poumon. Mais par contre, la bactérie, elle reste vivante. On peut utiliser aussi comme des anticorps monoclonaux, mais on a parlé avant des problèmes que peut entraîner l'utilisation d'anticorps monoclonaux. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour guérir les infections de Pseudomonas? On peut changer un petit peu notre molécule recruteuse d'anticorps.
J'avais oublié, je suis très mal polie, j'avais oublié de vous présenter à Pseudomonas avec ces facteurs de virulence. D'abord, on a fait une modification de la molécule recruteuse d'anticorps et maintenant, on a cette partie qui va cibler les facteurs de virulence de Pseudomonas et on a cette partie-là qui va recruter les anticorps naturels qu'on a déjà dans le sang, comme pour les cas du cancer. Comme ça, oui. Et il y a un autre avantage de ce type de thérapie. C'est une thérapie deuxième parce que j'avais dit que c'est comme des facteurs de virulence qui favorisent l'adhésion de la bactérie à la cellule hôte. Si on bloque ou si on cible ces facteurs de virulence, la bactérie elle ne va plus être capable de s'adhérer potentiellement à la cellule humaine et en plus, on va être capable de la tuer grâce à l'activation du système immunitaire avec la formation de complexes ternaires, bactéries, molécules et anticorps. C'est la partie la plus intéressante et la plus originale de la thérapie qu'on propose. Après, par rapport à la synthèse, on fait la même chose qu'on a fait avant. On revient et on prend notre ésophagease peptidique et on prépare la partie qui va cibler la bactérie. On prend le deuxième ésophagease peptidique. On prépare la partie qui va attirer les anticorps. On met les briquets spéciaux en bas de l'ésophagease peptidique, comme ça. Et on a notre molécule recruteuse d'anticorps pour lutter contre Pseudomonas aeruginosa. Et on est un petit peu moins avancé pour les projets de bactéries par rapport au projet de cancer. Et alors d'abord, on a évalué la capacité de la partie qui va cibler la bactérie, de cibler la bactérie, de se lier à la bactérie. On a fabriqué comme une molécule, la partie qui va cibler la bactérie avec un fluorophore, avec une petite lumière ici. Et s'il y a des liaisons entre de la molécule de cette partie avec la bactérie, et on va être capable de regarder la fluorescence. Alors, on a fait ça avec trois ligands différents ici. Et on voit que oui, qu'en effet, il y a de la fluorescence quand on fait l'analyse. Ça veut dire qu'on est capable de cibler la bactérie grâce à notre partie, à cette partie de la molécule. Après, il faut regarder et évaluer l'autre partie de la molécule, la partie qui va recruter les anticorps. On a préparé comme une bibliothèque de 8 molécules différentes qui potentiellement vont attirer les anticorps. Et là, comme une fonction oxyamine, que c'est comme ces parties de velcro. Et on va utiliser l'analyse microarray. Et pourquoi on utilise l'analyse microarray? C'est une technique qui c'est très pratique et c'est très efficace pour évaluer beaucoup de molécules en même temps. Alors, et après qu'on a préparé, on a synthétisé dans le laboratoire les 8 molécules, on va être capable de faire une réaction chimique entre dans la plaque, dans la lame et microarray. On va pouvoir, il y a une aiguille, comme il y avait dans l'image, il y a une aiguille qui vient et qui jette quelques drops de la molécule ici, quelques gouttes de la molécule, et on peut greffer comme ça les différentes molécules dans la lame de microarray. Il y a une réaction chimique qui se passe. On a voulu représenter ça avec les deux parties de velcro, la fonctionnalité chimique. Et après qu'on a préparé notre lame de microarray, on peut utiliser des anticorps
marqué avec un fluorophore, avec une petite lumière, et pour avoir des résultats de ce type, comme ça. Vous voyez à gauche le processus d'incuber la lame de microalgues avec les anticorps fluorescents. Et à droite, il y a comme les résultats qu'on a. On a comme des petits spots lumineux. Et comme ça, on peut identifier les molécules qu'on a préparées qui, en vrai, elles interagissent avec les anticorps. On a identifié 2 candidats, les 1 et les 5, où vous voyez l'intensité plus grande. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on a fait pour l'instant pour les projets de la bactérie. On sait qu'on peut cibler la bactérie, on sait qu'on a 2 candidats pour recruter des anticorps. Et il va falloir qu'on a préparé déjà 2 molécules complètes. Et il va falloir qu'on regarde si la formation du complexe ternaire elle se passe ou pas. Et si on est capable d'activer le système immunitaire pour tuer la bactérie. Et si en vrai on est capable, comme on disait, d'empêcher l'adhésion de la bactérie à la cellule hôte. J'ai voulu montrer une autre façon d'expliquer les projets, un type de graphique à l'astra, une petite BD. Si vous voyez en haut, il y a la première étape où les bactéries elles sont amoureuses, elles sont en train de se rapprocher pour créer un biofilm, et les anticorps elles ne font rien. Au milieu, vous pouvez voir que dès qu'on ajoute notre molécule, elles sont comme des petits pieds qui vont venir s'accrocher sur les facteurs de virulence de la bactérie. Et grâce au chapeau qu'elles sont, elles vont attirer les anticorps. Et finalement, dans la partie en bas, on a le complexe bactéries-molécules-anticorps est capable d'appeler à des autres soldats ou à des autres cellules du système immunitaire pour entraîner la mort des bactéries. Et je voudrais, les 2 messages que je voulais vous transmettre par cette présentation, c'est qu'on a comme une technologie, on va dire, comme une façon de faire des molécules recruteuses d'anticorps très pratique parce qu'on peut changer la façon de cibler différentes cellules. On peut changer ici pour attirer différents types d'anticorps. On peut cibler pas seulement les cancers et pseudomonas, on peut cibler des autres champignons, par exemple des virus. Et c'est très pratique comme ça. Et la deuxième avantage qu'on a, c'est qu'on parle tout le temps qu'on est capable d'utiliser les anticorps qu'on a dans le corps humain. C'était les 2 messages que je pense que sont les plus importants à retenir de cette présentation. Et après, je voulais vous présenter la dernière molécule, que c'est l'équipe. Et on a la partie qui recrute de l'argent et les personnes pour travailler sur le projet. Et après, on a comme l'équipe qui cible les différents objectifs du projet. Et je voulais remercier les autres personnes qui ont travaillé pendant les 10 années dans le projet. Et évidemment, à les collaborateurs biologistes, que sans eux, on ne peut pas avancer dans le projet. Et aussi à les sources de financement. Et si j'ai encore 2 minutes, je voulais vous raconter que je suis de l'opinion qu'en tant que chercheur dans la recherche publique, on utilise l'argent public. Et il faut qu'on raconte, qu'on soit capable de raconter tout le monde, même s'ils ne sont pas scientifiques, ce qu'on fait dans les laboratoires avec l'argent public. Alors, je voulais remercier le LabEx Arcam et Glycoals pour avoir soutenu cette initiative de faire ce type de matériaux pour expliquer. Et les projets, on a présenté à la Fête de la Science, ici au Parvis des Sciences l'année dernière. J'ai présenté l'atelier dans la cité scolaire internationale aussi, ici à Grenoble. On a préparé un partenariat avec des autres associations, avec le Café international de Grenoble, la Société des chercheurs espagnols en France et Paris des Sciences, un événement dans le centre-ville, aux Maisons des Habitants de Bois d'Artas. Pour expliquer cet atelier, on a eu l'exposition Sciences XXL aussi. Et j'ai participé au festival Rému Ménance le mois dernier.
et je peux présenter différentes versions de l'atelier au Village des sciences à Valence en octobre. Et après, ici au Parvis des sciences à nouveau, dans les stands partagés Arcangelico-Alpes en octobre. Et c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. Et je serai ravie de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup pour la présentation, Angela. Vous pouvez désormais poser vos questions. On va vous faire parvenir des micros, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Par là, il a des questions par là. Ah oui, par là, si. Bonjour, je voulais savoir sur combien d'années avait été mené le projet. Le projet peut presque 10 ans. Et depuis que mon chef il a eu le premier financement en 2014 pour les projets de cancer. Et après, on a eu des bons résultats. On est arrivé à la partie de souris et en 2022. Et après, on a réussi à avoir des financements pour la partie bactéries. Ça fait déjà 10 ans qu'on travaille sur ce type de molécules recruteuses d'anticorps. Et vous avez encore des financements pour combien? Et maintenant, les financements qu'on a, on a les financements jusqu'à la fin d'année. Alors, il va falloir qu'on convaincre les sources de financement pour pouvoir continuer avec les projets, oui. Cette molécule extraordinaire, est-ce qu'on l'évacue ou bien est-ce qu'elle encombre l'organisme? Elle se va où après qu'elle ait fait son office de destruction de la molécule cancéreuse? Oui. Pour l'instant, la réponse que je peux donner, c'est les informations qu'on a eues après l'expérience qu'on a fait avec les souris. Comme j'ai raconté, apparemment, la molécule, elle est excrétée par l'urine et c'est pour ça qu'on voyait comme les points lumineux dans les reins et dans la vessie de souris. Et c'est l'information qu'on a pour l'instant. On a justement l'information de souris. On a fait les expériences avec les cellules cancéreuses de mélanoma et aussi des glioblastomas. Mais comme je disais, on peut changer la façon de cibler. On peut mettre ici, au lieu d'un verre, une fourchette et on peut cibler des autres cellules cancéreuses. Oui, je vous félicite pour votre exposé. Oui, c'est trop. J'ai une question concernant la partie de reconnaissance des anticorps. Oui. On sait qu'il y a énormément de types d'anticorps différents. Oui. Comment vous imaginez recruter spécifiquement des anticorps intéressants par rapport à tous les autres? Quelle est la spécificité de cette partie de la molécule? Oui, c'est une question intéressante, oui, parce qu'en vrai, je ne sais pas si vous avez rendu compte que j'ai utilisé comme deux types d'attraction d'anticorps. On va dire, on a ici comme un carré pour attirer ce type d'anticorps et on a ici comme un triangle pour attirer ce type d'anticorps. On a commencé pour travailler avec les anticorps anti-rhamnos. Et on a vu qu'il y a des anticorps anti-rhamnos dans le corps humain. Ils sont très spécifiques et c'est pour ça qu'on a voulu commencer pour attirer les anticorps anti-rhamnos. On a des anticorps anti-rhamnos. La rhamnose, c'est un sucre. Et elle est normalement sur la paroi des bactéries et tout ça. Et vu que depuis qu'on est petit, on est en contact avec des bactéries et tout ça, c'est pour ça que presque tout le monde, on a des anticorps anti-rhamnos dans le sang. Et c'est pour ça qu'on a voulu commencer les projets pour attirer les anticorps anti-rhamnos. Par exemple, on s'est rendu compte que quand on est arrivé dans les expériences de la souris, ils n'ont pas d'anticorps anti-rhamnos. Parce que ce sont des souris
des laboratoires. Ils ne sont pas les systèmes immunitaires très développés. Alors, on a pensé à une façon différente, que ça sera les triangles que j'ai présentés pour la partie de les bactéries. On a imaginé, on a synthétisé une bactérie comme des molécules pour être capable d'attirer des autres anticorps. Parce que les anticorps anti-rhamnose, ils sont comme les 1 ou 2% de tous les anticorps qu'on a dans le sang. Et avec ce type de nouvelles molécules, on va dire les triangles qu'on a synthétisés, on attend de pouvoir attirer une autre espèce d'anticorps qui sont plus nombreux dans le corps humain. Et c'est comme ça qu'on espère pouvoir potentiellement améliorer la façon, l'action de ce type de molécules. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Disons, justement parce qu'il y a énormément de types d'anticorps, il faut améliorer à ce niveau-là pour pouvoir vraiment attirer les bons anticorps. Oui, j'avais montré comme au début, normalement on utilise comme les DNP, les dinitrophénol, la rhamnose, et il y a des équipes qui ont utilisé comme des peptides pour attirer aussi des anticorps. Normalement, dans la littérature, pour l'instant, ce sont comme les 3 façons qui sont explorées pour attirer les anticorps, mais on peut imaginer des autres façons d'attirer les anticorps. Allô ? Ça marche ? C'est bon. Merci pour votre exposé, très intéressant. Je voulais savoir comment vous situez au niveau, au niveau commercial, quoi. Vous en êtes par rapport à une commercialisation au niveau international. Il y a avec votre approche, il y a probablement aussi une concurrence. S'il y a des labos intéressés ou comment vous en êtes à ce niveau-là? Pour l'instant, on est trop loin de la commercialisation parce qu'il faudrait qu'on continue avec les expériences des souris. Et quand on arrive à les souris, les permis éthiques et tout ça pour travailler avec des animaux, c'est long et malheureusement, ça sera d'ici à beaucoup d'années si on arrive à faire quelque chose de la partie commerciale. Ce que je sais, c'est qu'il y a 2 entreprises dans les mains, c'est les 2 seules que j'ai trouvées, qu'ils utilisent déjà ce type de molécules et recruteuses d'anticorps. Les sens sont un peu différents à les molécules qu'on utilise, mais il y a une boîte américaine qui est en phase 1 des essais cliniques. Ils sont supérés, on va dire, la phase d'expérimentation animale et ils sont arrivés comme à la première phase d'expérimentation cellule humaine. Il y a aussi une autre boîte d'Israël qu'ils sont arrivés aussi à la phase 1 d'expérimentation cellule humaine. Mais pour l'instant, il n'y a rien commercialisé qui utilise cette technologie de les molécules recruteuses d'anticorps pour faire le lien entre la bactérie ou la cellule cancéreuse et les anticorps comme type d'immunothérapie. Bonjour. Ma question va être la suivante, c'est qu'on parle d'une molécule qui permet de recruter des anticorps, mais du coup chez les patients qui sont un déficit d'anticorps, est-ce que ça va fonctionner? A-t-on fait des tests sur des souris immunodéprimées? C'est une bonne question. Si j'ai bien compris, c'est que si on pourrait utiliser ce type de molécules avec les gens qui sont immunodéprimés, non? Je ne sais pas. Mais c'est comme un type de... Pour substituer normalement, si je ne suis pas médecin, mais d'après ce que je sais, et les gens qui sont immunodéprimés, c'est après d'utiliser des autres thérapies anticancéreuses. C'est par exemple la chimiothérapie qui fait que les personnes perdent sa capacité de réagir et le système immunitaire est plus faible après d'utiliser par exemple la chimiothérapie. Mais l'idée, ce sera comme de faire la substitution de ce type de chimiothérapie et utiliser ce type de molécules. Alors, si on fait ça, le système immunitaire de patients, ça sera encore, il fonctionne toujours bien quand on pourrait utiliser ce type de molécules, je pense.
appuyer que ça... La question que j'avais, c'est, je pensais naïvement que zut, je trouve plus le mot, le machin qui... Zut. Comment s'appelle le truc qui s'attache sur votre molécule? Ah, ici, l'assiette, les peptides, l'assiette, non. Non, l'anticorps. Oui. Ah, je pensais ok, que l'anticorps se fixait sur le capteur du cancer, hein, directement, et là vous intercalez une molécule entre les deux. Comment se fait-il que l'anticorps fonctionne encore? Bah, il faut faire comme des tests. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je peux retourner à les molécules. Ah, l'anticorps, ok, je pense que j'ai compris. Oui, l'anticorps, ce qu'il fait, c'est qu'il vient. L'anticorps, il vient s'attacher ici à la molécule. Mais après, ce n'est pas l'anticorps qui va avoir un effet. Ce n'est pas cet anticorps qui va avoir un effet. L'effet de qu'on est capable de faire la liaison entre la cellule et l'anticorps et va activer le système immunitaire. Ce n'est pas cet anticorps qui va tuer la cellule cancéreuse ou la bactérie. Après, il y a comme des autres mécanismes qui s'activent quand on a comme la liaison entre la cellule et l'anticorps. Il y a comme les compléments, il y a comme les phagocytes, et il y a aussi des autres cellules immunitaires comme les natural killers qui vont venir et tuer la bactérie. Mais ce n'est pas cet anticorps qu'on attire qui lui-même il va tuer la bactérie. C'est comme sa fonction, c'est activer le système immunitaire, et ce sont des autres choses dans le système immunitaire qui vont venir tuer la cellule. Bonjour, merci pour la présentation. Moi j'ai une question, est-ce que vos molécules, elles vont dans le cerveau? Est-ce que ça peut cibler les tumeurs du cerveau? Bah, c'est une bonne question. Peut-être que pas, peut-être que pas. Il faut qu'on fasse des essais parce que en plus c'est sont grosses et on a comme la barrière qui empêche que tout se passe dans le cerveau. Bah, on ne sait pas. Il faudra qu'on fasse des tests pour savoir si la molécule peut traverser pour arriver au cerveau. On ne sait pas. Voilà, merci. C'est une question un petit peu similaire. Justement, il n'y a pas de sang dans le cerveau, mais il n'y a pas non plus de sang dans le biofilm qui pose tout le problème avec Pseudomonas aeruginosa. Oui, je n'entends pas trop bien. Je disais, c'est difficile déjà de recruter des antibiotiques dans le biofilm qui pose problème avec Pseudomonas aeruginosa, parce que ça diffuse pas. Enfin, c'est un biofilm qui est à la surface des cellules dans les poumons. Et est-ce que justement votre molécule recruteuse d'anticorps, elle diffuse mieux dans ce biofilm qu'un antibiotique Enfin, c'est peut-être un peu tôt, je sais que vous commencez le projet. Oui, on ne sait pas encore. On n'a rien fait par rapport à ça. Bah, oui, il va falloir qu'on regarde si c'est possible ou pas, mais on ne sait pas encore. Bonjour. C'est bon? Bonjour. Oui, bonjour. Déjà, merci pour la présentation. J'ai une question peut-être plus sur le champ médical. Si j'ai bien compris, en fait, cette méthode, elle est beaucoup plus ciblée que la chimiothérapie, notamment pour le traitement des cancers. Et au niveau de la récidive, est-ce qu'on peut imaginer que ça permettrait de diminuer les récidives par rapport à d'autres techniques? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est la récidive. La récidive, c'est quand ça revient, en fait, que la maladie revient. Bah, on ne sait pas. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser, mais pour traiter quelque chose quand le cancer il est déjà là, ce n'est pas un type de vaccin qu'on va avoir comme des anticorps qui surveillent si le cancer revient et tout ça. Ce n'est pas un vaccin, c'est une thérapie pour guérir ou pour mettre une solution quand le cancer ou le problème il est déjà là. Alors, merci beaucoup. Vous pourrez continuer les échanges au rez-de-chaussée lors d'une pause café qui vous est offerte.
Vous aurez la possibilité de consulter le replay la semaine prochaine. C'était la dernière conférence Medi by Giant du cycle 2023-2024. Un grand merci à tous pour votre participation. Vous recevrez la semaine prochaine une enquête de satisfaction pour recueillir vos impressions sur ce cycle 2023-2024. Donc on vous remercie ceux qui compléteront cette enquête. Et donc l'équipe du Campus Giant vous souhaite à toutes et tous un très bel été, en espérant vous retrouver nombreux à la rentrée. Merci beaucoup. Merci.